Sans direction à notre vie, nous ne sommes contrôlés que par des facteurs extérieurs. Nos instincts biologiques s'en servent pour transmettre le matériel génétique, la culture l'utilise pour propager ses valeurs et ses institutions, et nos semblables cherchent à l'utiliser pour leurs intérêts. Ainsi, on ne peut pas attendre à ce que personne ne nous aide à vivre. On doit le faire soi-même. Si chaque action détermine ce que nous sommes, c'est la façon dont on vit chaque instant qui fait qu'une vie est précieuse. Mais ce qui fait que chaque moment a de la valeur dépend de la façon dont on concentre notre activité mentale, car c'est elle qui détermine notre perception, qui crée nos sensations et qui forme nos motivations. Ainsi, c'est par la façon dont on projette notre attention que la vie s'offre à nous. Aujourd'hui, dans un monde où la technologie est omniprésente et où la satisfaction des désirs est plus facile que jamais, notre attention est constamment sollicitée. Parce que le système nerveux est construit de façon à ne pouvoir gérer qu'une petite quantité d'informations en même temps, le fait de diffuser son attention vers les mauvais objets nuit à notre hygiène mentale. Il faut donc développer des moyens de surpasser cette faiblesse de notre esprit. Que ce soit de façon plus passive ou plus active, ou encore en relation avec les autres, la façon d'arriver en harmonie avec soi-même passe par la capacité à utiliser l'attention pour faire grandir l'esprit. La méditation est une pratique ancienne qui trouverait son origine en Inde plusieurs milliers d'années avant notre ère. Les peuples antiques auraient en effet perçu l'existence subtile d'une passerelle entre les pratiques méditatives, le corps et l'esprit. La forme la plus populaire de méditation est la méditation de pleine conscience. Elle correspond à un état d'esprit unique où on profite du moment présent sans chercher à être constamment stimulé, où on prend conscience de ses pensées et de ses émotions pour les mettre à distance et pour s'ancrer dans le présent. On fait le vide dans notre esprit en mettant de côté le dialogue intérieur. La méditation peut sembler une activité vraiment ennuyante et non productive, mais le fait de concentrer son attention ou de dissiper toute forme de distraction permet de solidifier sa concentration, mais surtout d'apprécier et de percevoir simplement les secondes qui passent, de ressentir la vie qui coule à travers nous. L'attention est telle un cours d'eau. La séparer en plusieurs ruisseaux la rend diffuse et impuissante, alors que la concentrer en une rivière lui donne la force, à la longue, pour façonner l'esprit. Ainsi, la méditation permet de canaliser cette force de l'esprit, cette concentration, à l'aide de 3 mécanismes d'action. Premièrement, elle permet la régulation de l'attention et la capacité de se concentrer en cas de distraction pour générer une attention soutenue. La méditation rend le cortex cingulaire antérieur moins actif, une partie du cerveau qui sous-tend la capacité à diriger l'attention. Ainsi, moins d'effort est nécessaire pour atteindre une grande concentration. Elle augmente aussi la matière grise au niveau du cortex cingulaire postérieur. Cette région joue un rôle central dans la création et la compréhension du contexte d'un stimulus et permet de déterminer la pertinence du stimulus pour soi. Cela permet donc de mieux gérer les distractions. Ensuite, la méditation favorise la conscience corporelle, soit la focalisation d'attention sur les expériences sensorielles, les émotions et les autres sensations corporelles. L'insula antérieure a tendance à devenir plus épaisse chez les méditants. Cette région du cerveau gère la perception des sensations viscérales comme la soif ou la faim, et l'équilibre et la détection des rythmes cardiaques et respiratoires. Cela témoigne donc d'une certaine emprise sur les instincts corporels qui est provoquée par la méditation. L'insula joue aussi un rôle clé dans la réponse affective à la douleur. Les méditants vont donc ressentir la douleur avec la même intensité que les novices, mais ils ont tendance à ne pas anticiper le stimulus douloureux,
qui constituent une source d'anxiété et de stress. Il semble alors que la méditation permet d'objectiver la sensation douloureuse et d'éviter ainsi de l'interpréter ou de la rejeter, ce qui fait en sorte que les méditants s'habituent plus vite à la douleur. Alors, la méditation ne modifie pas la douleur, mais notre rapport à la douleur. La méditation permet la régulation des émotions, soit la capacité à réagir moins fortement en ne laissant pas ses réactions émotionnelles interférer avec sa performance dans les tâches cognitives. La méditation est associée à une diminution de l'activité de l'amygdale, qui est modulée par le cortex préfrontal et qui joue un rôle central dans l'excitation émotionnelle et la médiation des réponses physiologiques à la menace. En effet, plus le niveau de stress diminue, plus la densité de l'amygdale diminue elle aussi. Ainsi, grâce à la méditation, il est plus facile de gérer ses émotions en réinterprétant les événements. En effet, la méditation favorise la capacité à se décentrer de ses pensées et de ses émotions, et de réaliser qu'il s'agit d'événements mentaux transitoires, plutôt que de s'y identifier ou de croire qu'il s'agit d'un reflet exact de la réalité. Elle permet d'accepter les expériences plaisantes et déplaisantes sans chercher à les retenir ou à les repousser. Cette attitude va aider à réduire l'intensité et la souffrance émotionnelle, qui résulterait bien plus de la non-acceptation de l'émotion que de l'émotion elle-même. Ainsi, le changement ne serait possible que lorsque l'individu a reconnu et accepté la détresse émotionnelle qu'il ressent. Tous ces effets de la méditation favorisent la santé psychologique en augmentant le bien-être subjectif qui vient de la façon dont on perçoit et régule nos émotions. En effet, la pleine conscience va amener chez ses pratiquants une plus grande satisfaction de vie, une meilleure empathie et compassion, une plus grande autonomie et une meilleure confiance en soi. En effet, la pleine conscience diminue la dépression et l'anxiété sociale. Elle réduirait de 40% le risque de rechute après une dépression sévère. Et l'impact d'un programme de méditation de pleine conscience de 8 semaines aurait un effet comparable à l'utilisation d'antidépresseurs. Mais la méditation a aussi des effets concrets sur l'ensemble du corps. La réponse de relaxation que la méditation engendre crée une diminution de la consommation d'oxygène et de dioxyde de carbone, de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et des niveaux de cortisol. À long terme, la méditation a donc tendance à diminuer la réactivité du système nerveux autonome, à atténuer les phénomènes inflammatoires et cardiovasculaires, à améliorer le système immunitaire et à ralentir le vieillissement cellulaire lié à une augmentation de l'activité de la télomérase. Ainsi, le simple fait de s'imposer un vide mental, de dompter son attention, augmenterait l'espérance et la qualité de vie chez les méditants. Le flow est un état de conscience qui correspond à une expérience de totale absorption dans le moment présent, où l'harmonie entre le corps et l'esprit est complète et où tout semble couler naturellement. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bien que le flow puisse arriver lors de la pratique de n'importe quelle activité, il est souvent présent dans les sports, lorsqu'on joue de la musique ou durant tout travail créatif, car certaines activités sont plus susceptibles à une focalisation sur l'instant présent. Durant ce moment, tout ce qu'on veut, c'est s'immerger complètement dans l'expérience, pour que ça dure pour toujours. 10 phénomènes permettent d'arriver à cet état d'équilibre. Ce qui est fait et celui qui fait ne font plus qu'un. Du point de vue de la conscience, nous devenons l'action. Les actions semblent alors automatiques et ne nécessitent peu ou pas d'énergie. Notre sens de la conscience de soi disparaît et la critique intérieure est réduite au silence. Nous faisons l'expérience d'une perception altérée du temps. Le passé et le futur disparaissent et nous sommes plongés dans un présent éternel.
L'expérience du flow donne alors l'impression que le succès ou l'échec final se produisant à la fin de l'action est déjà déterminé. De cette façon, on a l'impression d'échapper au temps. Toute lutte ou conflit intérieur disparaît. Alors que chaque moment semble couler naturellement, un sentiment de facilité d'action refait surface. Bien que la tâche représente un défi, on a l'impression d'avoir un fort sentiment de contrôle sur la situation. Nous sommes alors capitaine de notre propre navire, maître de cette petite tranche de destin. C'est le sentiment d'être in the zone, de pouvoir contrôler ses actions et de gérer la situation, quoi qu'il arrive. L'expérience devient intrinsèquement motivante. Nous la faisons par amour, parce que l'activité elle-même est tellement captivante qu'elle est sa propre récompense. On en vient alors à accorder plus d'attention au processus en tant que tel, plutôt qu'au but de l'action, comme si le résultat ne comptait plus. La concentration et l'attention sont complètement utilisées sur une seule tâche, ce qui utilise toutes les ressources du cerveau et crée cette absorption totale dans le moment présent. Le flow a tendance à se produire lorsque les talents de quelqu'un sont complètement sollicités dans la réalisation de défis, qui est juste assez difficile, de façon à ce que la tâche à accomplir dépasse légèrement nos compétences pour qu'on doive se pousser hors de sa zone de confort. C'est le niveau d'excitation optimale, qui augmente drastiquement les performances lors d'une activité. Cela vient d'un équilibre entre la façon dont un individu perçoit ses capacités et les défis que représente la tâche. Ainsi, c'est un état fragile. Si la tâche dépasse les talents de l'individu, il devient vigilant puis stressé, alors que si la tâche n'est pas assez difficile, l'individu se relaxe et puis s'ennuie, brisant l'état de flow par la même occasion. Pas besoin d'avoir de grands objectifs. Ce qui est essentiel, c'est que rien ne soit ambigu, afin que nous sachions ce que nous faisons maintenant et ce que nous ferons ensuite pour que l'attention reste concentrée sur le présent. Dans les sports, par exemple, ce sont les règlements qui permettent d'agir sans se poser de questions. Et contrairement à la vie normale, à se concentrer sur un seul but clair pour canaliser l'attention. Pour que le flow ait lieu, il faut un retour d'information immédiat quant au progrès qui est fait, ce qui permet de voir clairement les niveaux de performance. Après chaque mouvement, il est possible de voir si on s'est amélioré ou pas, ce qui nous garde dans le moment présent. Une fois les 10 conditions remplies, un puissant changement en neurochimie peut alors être observé. Bien qu'on ne le comprenne pas vraiment, il semble qu'il y aurait un changement dans la sécrétion de norépinéphrine, de dopamine, d'endorphine, d'anandamide, de sérotonine et d'oxytocine. Souvent, le flow est présent lorsqu'on fait une de ses activités préférées. Mais comme pratiquement n'importe quelle activité peut en produire si les bons éléments sont présents, il est possible d'améliorer la qualité de sa vie en s'assurant que les bonnes conditions soient une partie constante de la vie quotidienne. Seulement, le problème est qu'on a tendance à être trop ennuyé et apathique pour entrer en flow, et donc on remplit notre esprit avec des sources de divertissement vides, où on se sent trop incompétent pour développer de nouveaux talents, et donc on préfère remplir ce manque avec des plaisirs faciles et des dépendances. Il se trouve que le degré de flow peut être utilisé pour caractériser la qualité d'une activité quotidienne. Alors, certains pensent que c'est l'engagement complet de son être dans le flow qui fait une vie excellente, et non le bonheur comme on pourrait le penser. En effet, le bonheur demande de porter son attention sur des états intérieurs, comme sur la chaleur, la sécurité. Il crée effectivement des moments à chérir, mais il est vulnérable car il dépend de facteurs extérieurs. Au contraire, le bonheur qui suit les expériences de flow est de notre création, et donc il mène à une plus grande complexité et croissance dans notre conscience.
En effet, l'état de flow est intrinsèquement motivant et amène l'individu à vouloir répliquer des expériences de flow. Seulement, pour continuer à entrer en état de flow, il faut relever des défis de plus en plus difficiles, ce qui va forcer l'individu à se surpasser constamment. Ainsi, la fréquence de flow serait en lien direct avec la capacité d'apprentissage et de croissance en tant qu'individu. Ce phénomène aurait un impact tellement puissant dans la vie que, selon plusieurs études, sa fréquence de réalisation dans la vie d'un individu pourrait prédire les performances académiques et sportives, l'estime de soi et la satisfaction envers son travail et sa vie. Ainsi, lorsque les buts sont clairs, que le feedback est pertinent et que les défis et les talents sont en équilibre, l'attention devient canalisée et est complètement investie dans la tâche. Une personne en flow est complètement concentrée. Il n'y a donc plus de place pour les pensées distrayantes et des sentiments non pertinents. La conscience de soi disparaît, mais pourtant on se sent plus fort que d'habitude. La notion du temps est déformée. Les heures semblent passer comme des minutes. Lorsque l'être entier d'une personne est déployé dans le fonctionnement complet de son corps et de son esprit, tout ce que l'on fait devient digne d'être fait par lui-même. Vivre devient sa justification. Dans la concentration harmonieuse de l'énergie physique et psychique, la vie prend enfin tout son sens.